Salut tout le monde et bienvenue pour la première analyse de pay-per-view de l'année 2015, c'est-à-dire le Over the Results du Royal Rumble. J'espère que vous avez apprécié le show, ou du moins j'espère que vous n'avez pas sauté de votre balcon qui est au 6e étage, ce serait déjà une bonne chose. Pour ma part, j'ai regardé le show principal et pas le pre-show, donc ça veut dire que j'ai pas vu le match qui opposait The Masters of the WWE Universe au New Day. À part bien sûr ce qu'ils nous ont montré sur AB1 dans le show principal avec aux commentaires Christophe Ajus et Philippe Chéreau, et puis ce qu'ils nous ont montré un peu plus précisément sur la chaîne YouTube de la WWE. Jusqu'au départ, c'était censé être un six-man elimination tag team match. Finalement, ils ont écarté Adam Rose et Xavier Woods du match. Je pense que c'était une bonne chose. Et puis, par rapport au main show, je tiens quand même à préciser que, dites-moi en commentaire depuis quand ça date, mais c'est la première fois, je crois, depuis 2006, donc depuis que je suis le catch depuis SummerSlam, qu'il n'y a pas eu un seul single match. Donc, c'est quand même une chose à mettre en avant. Bien sûr, après on a eu des 1 contre 1 dans le Royal Rumble, mais ça n'a pas compté comme single match, et puis de toute façon ça a duré pas assez longtemps. Donc moi je trouve que ça fait du bien, parce que le single match il y a un rythme qui est assez bas, je trouve. C'est assez ennuyant, je trouve, les débuts de match, comparé à un tag team match, s'il est bien construit, pardon. Donc moi ça m'a plu, et je trouve que ça change un petit peu. Maintenant, par rapport aux informations du show, comme vous le savez, il a eu lieu du 25 au 26 janvier 2015 et il a eu lieu au Wells Fargo Center à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Et sachez que pour ceux qui ne le savaient pas, il s'agissait de la 28e édition du Royal Rumble. Voilà, je crois que je ne vais pas perdre de temps et directement vous parler des différents matchs qu'il y a eu dans le main show, dans le show principal. Pour moi, il y a eu du bon comme du mauvais, parce que comme vous l'avez vu, je pense, sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook, j'ai vu beaucoup de commentaires et de statuts assez haineux par rapport à la victoire de Roman Reigns dans le Rumble match, chose qui était quand même prévisible depuis plusieurs mois. Mais pour moi, je vais pas garder que le négatif. Je vais essayer d'être posé une fois, parce que pour ceux qui ont suivi mon analyse d'Euro d'il y a 6 jours, j'ai été quand même assez déçu du show et j'ai un peu pété les plombs. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'être posé. Donc, le premier match, c'était The Ascension contre The New Age Outlaws. Donc là, ça fait partie des matchs qui m'ont déçu, même si je l'ai trouvé comme dans l'ensemble potable. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans un pay-per-view, mais il n'est pas non plus dégueulasse. C'est-à-dire que on n'est pas non plus habitué à avoir tout le temps des bons matchs en pay-per-view, donc moi, ça me choque pas. Après, si je veux faire le perfectionniste, bien sûr, ce match-là, je pense que je le mettrais même pas à Raw, par exemple. Il y a juste le niveau prestige qui est bon, parce qu'il y a de New Age Outlaws qui sont là et que c'est une équipe que j'aime bien. Au niveau de mes notes, j'ai mis que le rythme était assez classique, lent mais constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cassure de rythme. Il y a eu beaucoup de botch. Ça, c'était peut-être des petits, il y a eu un gros aussi, mais moi, ça me pique les yeux. Le public était absent, donc forcément, après de nombreux botch, et après, bien sûr, une storyline qui a pas du tout été développée, étant donné qu'elle a été construite il y a 6 jours, avec une totale incohérence. The Ascension critique dans leur rôle, dans leur gimmick, critique les anciennes équipes qui ont été glorieuses. The New Age Outlaws en fait partie, mais ne fait pas partie des équipes critiquées par The Ascension. Donc c'est ça qui me dérange. Pourquoi faire un match entre eux? Voilà, après bien sûr, on n'allait pas amener de Legion of Doom ou d'autres équipes comme ça qu'ils ont critiquées, ça ne va pas. Mais autant avoir dit précédemment dans leur promo de Connor et Victor, avoir critiqué justement de New Age Outlaws, ça aurait été beaucoup plus cohérent et ce match aurait été amené au moins avec une base. Parce que là, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de storytelling, mais il n'y a aucune base. C'est-à-dire qu'on a amené ces deux équipes, on essaie vraiment de... Le but de tout ça, c'est pour mettre The Ascension en avant, étant donné que là, effectivement, ils ont gagné, et heureusement. Mais le problème, c'est qu'on ne le ressent pas comme ça, parce que moi, je l'ai ressenti comme on a mis deux équipes, et puis ça se ressent pas sur le ring. Par exemple, dans le match triple menace que vous avez vu plus tard dans le show du Royal Rumble, chaque prise qui est portée, c'est un coup qui est rendu justement, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé durant les dernières semaines, il y a une histoire qui a été créée, puis forcément, chaque prise, on le ressent, on ressent l'histoire qu'il y a derrière. Là, non. Même s'il y a eu quelques échanges de coups au dernier Raw, on sent pas que Connor et Victor veulent se venger de Billy Gunn et de l'autre dont j'ai totalement oublié le nom. Donc, ouais, pas grave. Donc voilà, c'est ça qui est dommage, il n'y a pas de storytelling, et moi je le ressens, et du coup, forcément, je pense que le public le ressent aussi, et est totalement absent. Cependant, je vais un petit peu être contradictoire avec ce que je dis, le match est potable pour un opener. On a été habitué à bien mieux dans les openers. Je pense à des matchs, par exemple, entre les Usos et la Wyatt Family en milieu d'année 2014, ou encore Dolph Ziggler contre Luke Harper à TLC lors du dernier pay-per-view.
Sauf que là, pour moi, ça reste la moyenne. C'est pour ça que j'ai mis 5,5 sur 10. C'est de New Age Outlaws. Ça fait quand même un petit côté prestige en plus. C'est pas non plus dégueulasse. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Voilà, 5,5, c'est un tout petit peu en dessus de la moyenne. Pour moi, ça s'explique comme ça. Mais j'attendais quand même beaucoup plus, donc je suis déçu. Le deuxième match, et là c'est une réelle joie d'avoir vu ce match-là et une non-déception, si je veux dire ça comme ça. Donc c'est les Usos qui défendaient leur titre par équipe contre les Miz. Donc les Miz qui avaient justement perdu leur titre au profit des Usos il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et j'ai marqué waouh quel match, splendide performance des 4 hommes, un rythme potable en début de match et qui est devenu croissant en fait jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire qu'au début ça enchaîné sur un rythme qui était pas non plus très très vif, mais qui était là, un bon petit rythme normal pour un début de match qui s'explique bien et qui est totalement crédible. Et puis plus le match avançait et plus le rythme était soutenu et vif. Et c'est vraiment c'est dingue. Et puis je vais même rajouter, enfin j'en parle souvent, mais là, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il y avait plusieurs phases dans un match et que la dernière phase est pour moi une des plus importantes. Pour moi, la première phase est importante dans le sens où c'est le début du match et c'est ce qui va construire le match sur la durée. Et puis la fin, c'est quand même ce que le public va retenir durant les prochaines semaines qui suivent. Donc pour moi, avec une dernière phase comme ça, donc la dernière phase, pardon, je l'explique, le rythme est soutenu, devient de plus en plus vif, le public rentre dedans, il y a beaucoup de tentatives de tomber et beaucoup de prises de finition. Voilà, là c'est ce qui s'est passé. Jey Uso a ramassé quand même pas mal durant le match et d'ailleurs a fait preuve d'une grande résistance qui m'a étonné. Je crois qu'il a survécu, en guillemets survécu, à deux Skull Crushing Finally. Donc voilà, ou Final, je sais plus. Donc c'était une bonne chose. Et puis surtout que cette dernière phase a duré très très long et c'est ce qui a permis de tenir les gens en haleine et c'était très très bon. Pour moi j'ai adoré. Il y a juste bon, le finish qui a été un petit peu dommage avec Miz 2 qui pour moi il y a un problème d'incohérence là aussi dans le sens où Miz Do, je pense que vous êtes d'accord avec moi, a beaucoup ramassé dans le match, mais il a toujours été là, a toujours fait un bon boulot, au contraire du Miz. Donc ça va vraiment sur l'idée du face turn prochainement pour Miz Do. C'est-à-dire qu'on va le mettre vraiment crédible en tant que lutteur solo face. Donc justement, ça s'explique par ses nombreuses interventions efficaces au contraire du Miz. Alors pourquoi est-ce que Jey Uso porte, lorsqu'il est sur la troisième corde, pour juste un coup de pied qui fait tomber Miz Do à l'extérieur du ring? Et puis finalement, Jimmy Uso arrive et les deux portent une prise de finition que je ne sais même plus laquelle c'est et finissent avec le Miz sans que Miz Do intervienne. Je veux dire, Miz Do a tellement été crédible et résistant durant tout le match que là, il se fait ramasser juste un petit coup de pied dans la tête, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est rien comparé à tout ce qu'il a ramassé durant tout le match, tombe à l'extérieur du ring, mais durant les 15 ou 20 prochaines secondes, n'arrive pas à venir contrer le tombé. Il y a un petit problème d'incohérence, un petit problème de selling, je pense, donc les bookers se sont un petit peu foirés là-dessus. On aurait pu s'attendre à ce que par exemple un Deus Ex fasse un topé suicidaire à l'extérieur du ring. Ça aurait été beaucoup plus crédible. Mais bref, c'est vraiment des détails. Et puis c'était un match d'une durée correcte, même si j'aurais pas été contre quelques minutes de plus. Ça aurait fait du bien d'ailleurs parce que le show, le pay-per-view s'est terminé avec 10 minutes d'avance, je crois. Donc voilà, pourquoi pas ces 10 minutes-là? Ça aurait peut-être fait un petit peu long, mais pour moi, j'aurais pas dit non. Donc la note, c'est un 8 sur 10. Peut-être un petit peu exagéré, mais j'ai vraiment été fan. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 sur 3 dans ma note personnelle. Au départ, j'avais mis 2, mais voilà, ça rehausse un petit peu la moyenne du show, qui en a quand même grandement besoin. Ensuite, le troisième match, c'est Paige et Natalia qui affrontaient les Bella Twins. Donc, je vais être franc avec vous, j'ai pas été très concentré pour voir ce match-là. Voilà, c'est ma faute, j'étais un petit peu ailleurs. Donc il n'y a pas beaucoup de notes. J'ai mis petit match sympa mais trop court pour des divas. Ou est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise en sachant le niveau qu'il y a chez les divas? J'ai mis rythme bon mais sans plus, c'est pas transcendant. Et puis victoire logique des Heels qui continuent leur domination sur la division des divas. C'est ironique parce que je trouve le match mauvais. Et le premier match, l'opener, je le trouve potable. Et puis pourtant le match avec The Ascension, j'ai mis 5,5. Et là je mets 6,5. Alors allez m'expliquer pourquoi j'ai mis 6,5. Je sais pas, j'ai pas été concentré et puis finalement j'ai peut-être marqué de la merde aussi, mais on va dire que c'est l'effet Page, voilà. Non, vraiment c'est un match, je vais dire, je m'en fous. Je peux pas être objectif là-dedans, c'est pas possible. C'est comme le Rumble match. J'ai pas de schéma pour ça, donc vous aurez pas non plus de schéma, de petites photos avec les notes que j'ai données, tout simplement parce que c'est innotable. Pour moi, ça se fait au feeling. Et le match des divas, ça revient sensiblement à la même chose. Il n'y a pas assez de temps pour juger tout ce que je mets d'habitude. Alors là, j'ai essayé de faire tant bien que mal. Et puis finalement, ça donne une note qui n'est pas forcément bonne parce que j'aurais plutôt donné un point de moins, à 5,5. Mais je vais pas changer la note. Je fais tout sur le tas et c'est comme ça que je fais. Je ne prends pas de recul avant de donner mes notes. Donc j'ai mis 6,5 sur 10. Voilà.
Ensuite, il y a eu Brock Lesnar qui défendait son titre poids lourd de la WWE contre John Cena et Seth Rollins. Et là, j'ai peu de notes, tellement j'ai été emballé par ce match-là. Donc pour moi, je vous le dis, hein, c'est un 10 sur 10. Là, même aussi là, je peux pas être tellement objectif parce que chacun a sa perception de voir les matchs. Et moi, forcément, j'ai été emballé. Donc je me voyais pas mettre moins parce que pour moi, c'est du caviar du début à la fin. Et même, je crois que le match a duré 30 minutes et pour moi, il était encore trop court. Voilà. C'est vous dire à quel point vraiment ce match-là est le match qui comptait pour les titres par équipe. Pour moi, c'est deux beaux matchs et c'est les seuls que je vais retenir durant ce show-là. Le reste est à oublier. Donc pour mes notes, j'ai mis quel match? J'ai mis indescriptible, j'en tremble et c'est vrai, il y avait tellement de suspense. C'est con parce que la plupart du pay-per-view, c'est fait sur le gros point faible justement de tout pay-per-view, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire que Reigns, on savait qu'il allait gagner le Rumble. Que The Ascension, on savait qu'ils allaient gagner leur titre contre les New Age Outlaws. Et puis que les Usos, normalement, auraient dû conserver leur titre contre les Mims, même si durant le match, on aurait pu s'attendre à autre chose. Mais là, vraiment, on ne savait pas qui allait gagner entre Lesnar, Cena et Rollins. On pouvait douter que Rollins ne gagnerait pas le match principal, étant donné qu'il y a un champion avec une mallette, ça ne le fait pas forcément, et qu'on ne l'a jamais vu. Moi, je pensais clairement à une victoire de Cena, je ne sais pas pourquoi, et je ne m'attendais pas à une victoire de Brock Lesnar. Mais sinon, le match a été dingue, le rythme époustouflant, il n'y a pas de temps mort, le rythme est soutenu du début à la fin, et c'est ça, je voulais le marquer durant le match là, mais les matchs qui comptent pour des grandes ceintures, donc là en l'occurrence il n'y a plus que cette ceinture là, qui sont défendus dans des triples menaces, c'est du bon. Pour moi, ça a toujours été bon parce que le rythme est soutenu. Les Fatal 4-Way, par exemple, je n'aime pas parce que c'est toujours du 2 contre 2. Tandis que là, il y a un lutteur qui se repose et dès qu'il y en a un qui commence à fatiguer dans l'affrontement du 1 contre 1, eh ben, le lutteur qui se reposait vient prendre la place. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure de rythme et le match est forcément bon. Voilà, moi je le vois comme ça. Ensuite, sachez que bon, vous l'avez vu, Brock Lesnar a conservé son titre et c'est la première fois que Lesnar conserve le titre de la WWE dans un match triple menace. Il fallait le préciser, bon, c'était aussi la deuxième fois qu'il défendait son titre dans un match triple menace. La dernière fois, c'était en 2004, je crois, mais je ne sais plus contre qui. Bref, la petite anecdote mise à part. J'ai trouvé que Cena était un petit peu meilleur. Il a montré on va dire qu'il s'est montré sous un meilleur jour. Ça n'a pas été époustouflant, mais il a montré d'autres prises. Par exemple, la Powerbomb qui était assez agréable à regarder. Et puis, ça n'a pas été centré sur lui, donc c'est une chose à mettre en avant. Cena, souvent, je le critique parce qu'on le voit trop. Et dans ce match-là, je trouve que ça a bien été équilibré. Un petit peu Lesnar qu'on a vu un peu moins que les autres, mais sinon, ça a bien été équilibré. Seth Rollins a fait preuve parfois de quelques petites imprécisions, mais on peut pas nous en vouloir. J'ai vu un statut Facebook, je ne sais plus qui c'est, qui disait qu'il avait beaucoup botché. Je ne suis pas d'accord, et je dis pas ça parce que c'est le lutteur que j'aime actuellement, mais par exemple, le saut qu'il fait sur Lesnar sur la table des commentateurs, on peut pas s'attendre à ce qu'il soit précis à 100%. Je veux dire, seul Shawn Michaels pouvait être précis à 100%, et encore des fois il se loupait. Donc Seth Rollins, bon, je dis ça parce que on le revoit dans les ralentis, et Seth Rollins il retombe sur Brock Lesnar, mais seulement avec le haut du corps et son coude. C'est-à-dire que tout le bas du corps, il ne touche pas Brock Lesnar. L'impact visuel n'est pas là. Voilà, mais l'impact maintenant physique, il est là. La table des commentateurs, elle tombe, elle fait du bruit, les deux sont assommés. L'impact physique est là, c'est juste au niveau visuel, ça le fait un petit peu moins. Sinon, après, on peut être pointu sur ce point-là, on a juste à voir le saut de cette Rollins, et après l'impact visuel est là. Donc, je pense qu'on ne peut pas chipoter là-dessus, et c'est pour ça que j'ai pas fait baisser la note par rapport à ces petites imprécisions. Je crois qu'il y a un coup de mallette aussi qui a été un petit peu mal fait, mais bref. Maintenant, si je veux parler de Brock Lesnar, je trouve que ce mec-là, et je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais il y a un problème de crédibilité. Et c'est la première fois que je dis ça. En règle générale, quand je dis qu'il y a un problème de crédibilité, c'est dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ce mec n'est pas crédible, à l'image en ce moment Cesaro, donc on ne peut pas avoir de titre. Là, c'est le contraire. Lesnar est trop crédible, ça va pas. Ils vont trop loin maintenant avec lui. Dans le sens où Cena est obligé de porter 3 fois l'attitude adjustment, et le mec se relève quand même en 10 secondes. Cena porte la prise de finition qui a fait abandonner carrément tout le monde. Le Big Show, je crois qu'il s'est jamais relevé d'un attitude adjustment, vous voyez. Cena le porte 3 fois sur Lesnar et Lesnar est encore debout après. Il y a un problème. Il y a un problème parce que moi je me dis, Roman Reigns a gagné le Rumble et Reigns n'est pas plus crédible que Cena et Rollins réunis. Donc Reigns ne peut pas gagner contre Lesnar. Donc il y aura un problème total d'incohérence et de crédibilité. J'imagine mal Reigns faire Inspire et battre Lesnar par exemple, vous voyez. Donc pour moi c'est un côté négatif. On peut aussi parler de Rollins qui porte 2 fois un coup de mallette monstrueux.
Là, il y a un problème. Il ne l'avait pas porté, alors peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il l'avait porté un coup de mallette à Dean Ambrose au SummerSlam de l'année passée dans un Lumberjack match. Il l'avait porté un coup de mallette et il avait fait le tomber victorieux, sans porter sa prise de finition après, je crois. Donc ça veut dire que Dean Ambrose, un coup de mallette, il est fini. Pourtant, Dean Ambrose est crédible en ce moment. Et Brock Lesnar, il se fait porter 2 fois un coup de mallette. Seth Rollins va même mettre la tête de Lesnar sur la mallette, et il a même pas le temps d'aller prendre appui et prendre la vitesse sur les cordes, que Lesnar est déjà debout pour porter un F5. Le mec, il est frais, quoi. Alors après, on peut l'expliquer par rapport à ce qu'il a. Il a pris du temps lorsqu'il s'est ramassé la prise sur la table des commentateurs. Mais le mec s'est ramassé en tout 4 F5, un curb stomp et 2 coups de mallette en l'espace de 30 minutes. Je veux dire, n'importe quel lutteur abandonne après ça. Et lui, il abandonne pas, il est debout. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis il y a un problème. Lesnar contre Reigns, c'est une mauvaise idée. Le seul qui aurait pu faire ça, c'est Taker. Voilà, pour moi, on aurait pu expliquer, parce que de toute façon, un match, je vais pas le réexpliquer, vous l'avez sûrement su à la Rotou, à l'Open News sur Zone Radio. Peu de monde sont d'accord sur un retour d'un match du Taker. Mais n'empêche que Taker, même s'il ferait un match de merde, ça serait explicable, parce que c'est une légende. Roman Reigns, ça passera pas. Il y a un problème. Brock Lesnar est beaucoup trop crédible maintenant. Si Cena et Rollins ne peuvent plus rien faire, je vois pas pourquoi Roman Reigns le ferait. Voilà. Pour moi, il y a un problème dans ce sens-là. Et enfin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'aime bien voir Lesnar stiff comme ça. Mais il y a un problème. Ça passe plus. Ça passe plus. On est arrivé à un point où le mec est tellement crédible qu'il faut un match simple, c'est pas possible. Personne ne peut le battre. Ce sera pas crédible et ce sera totalement incohérent. Voilà, donc on va sûrement se diriger vers un scénario totalement incohérent à WrestleMania, mais n'empêche que ce ne sera pas crédible. Et pour moi, il aurait fallu, je sais pas, par exemple un six-pack challenge, ou même un match triple menace aussi, étant donné que Lesnar, il pourrait ne pas se faire ramasser le tombé. Là, un match simple, c'est fini. Pour moi, ce sera jamais crédible, Lesnar perdra jamais. Voilà, donc ça, c'était le petit côté coup de gueule. C'est même pas un coup de gueule, vu que j'ai apprécié quand même ce match-là, j'ai mis 10 sur 10. Et puis le Royal Rumble match, j'ai pas mis de notes ou de commentaires, ni de schéma de match comme vous le voyez actuellement, dans le sens où je ne peux pas juger ça par rapport aux critères que j'ai mis, sur ma base de critères en fait. Donc j'ai mis un 5 sur 10, donc je juge totalement subjectivement. Je vais le prendre, pour moi, je mets un 5 sur 10 dès le départ. Et je vais prendre les bons côtés et les mauvais côtés. Par exemple, Booba Ray Dudley est venu, donc plus 1. Il n'y avait pas d'Yvonne, moins 1. Roman Reigns a gagné, moins 1. Daniel Bryan s'est fait éliminer beaucoup trop vite, moins 1. Il y a eu l'angle avec la Wyatt Family, plus 1. Bray Wyatt a bien tenu, plus 1. Et j'ai fait le calcul là, je ne les ai pas marqués. Mais en gros, ça s'équilibre et je reste au 5 sur 10. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en avant, à part toutes ces choses que j'ai dit? Oui, alors il y a un problème. Déjà, je me suis directement douté dès l'élimination de Daniel Bryan que forcément Roman Reigns allait gagner. C'est pour ça que je sépare le Rumble en deux. Pour moi, il y a, on va dire, jusqu'à la 10-15e entrée. C'est le début du Rumble, c'est normal, il faut mettre les choses en place. Bray Wyatt élimine les concurrents un peu trop rapidement à mon goût, mais en fait, c'est explicable, c'est le début du match, et la fin, normalement, elle doit être énorme. Donc pour moi, je la juge potable. Après, comme je l'ai dit, il y a l'élimination de Daniel Bryan qui est beaucoup trop rapide. Et tout, voilà, tout est dit. Tout est dit. Parce que pour moi, je me fais toute la liste des participants et des lutteurs qui restent à venir. Et en sachant que Lesnar a conservé son titre, pour moi, je suis toujours dans... Bien sûr, un heel aurait pu gagner, mais je suis toujours dans l'optique que ce sera du face contre du heel. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Il y a juste des contre-exemples de temps en temps. Par exemple, au SummerSlam 2013, où c'était Cena contre Bryan. Voilà, mais en règle générale, à WrestleMania, c'est toujours heel contre face, avec souvent une victoire du face. Et quand je me disais la liste des participants qui manquaient à ce moment-là, il en manquait quelques-uns. Il manquait Roman Reigns, il manquait Dean Ambrose, il manquait, pas Seth Rollins, il manquait Dolph Ziggler et il manquait Ryback. Dolph Ziggler contre Brock Lesnar, s'il y a quelqu'un qui trouve ça crédible, qui lève la main et je lui fous une tarte. Moi j'aimerais beaucoup, hein, mais c'est pas crédible. Pareil pour Dean Ambrose. Je ne le voyais pas contre Lesnar, même s'il est crédible. Il a trop perdu contre Bray Wyatt ces derniers temps pour prétendre à un match de championnat contre Brock Lesnar. Après, il pourrait rester Ryback, mais Ryback, il lui reste 2 mois pour être totalement crédible, et ça le fait pas. J'ai encore, au travers de la gorge, le fait que Ryback a été le premier à être éliminé de la Team Cena au Survivor Series de l'année passée. Et forcément, il reste que Roman Reigns. J'ai eu un petit espoir en voyant Cesaro arriver en 28e. Un espoir, c'est un bien pour un mal, parce qu'après je me disais qu'il restait Big Show et Dolph Ziggler, donc ça laissait pas une place à Randy Orton. Donc là, mes espoirs ont été cassés aussi, parce que je pense que seul Orton aurait pu prétendre à la non-victoire de Roman Reigns à ce moment-là, mais il restait que Big Show et Dolph Ziggler qui étaient annoncés, donc Orton ne pouvait pas venir. Et
par rapport à Cesaro, je pense que ça aurait pu être pas mal aussi, même s'il est totalement décrédibilisé actuellement, de faire un Poleman Guy contre un ancien Poleman Guy. Ça aurait pu reprendre tout ce qui s'était passé l'année passée, depuis jusqu'à WrestleMania, avant qu'il se fasse totalement décrédibiliser. Donc ouais, certes, c'est un match qui a été bon dans la première partie, enfin bon, qui a été correct, et puis la deuxième partie, pour moi, c'est un des pires, parce que prévisible à souhait. Voilà. Et j'ai juste envie de parler d'une certaine chose. Pour moi, il y a un problème dans les Rumble Match maintenant. Faute à Internet et aux médias, ou faute au fait que les bookers soient bornés sur un point 6 mois à l'avance. Pour moi, il y a clairement un problème. Donc je vais vous expliquer. Pour moi, depuis 2009-2010, les Rumble, ça va pas. Parce qu'en 2009, je crois que c'est Orton qui a gagné. Prévisible, non, c'était pas prévisible. Il est arrivé, je crois, en 6ème. Et puis il y avait d'autres favoris à ce moment-là. En 2010, c'était Edge. Edge, on pouvait pas savoir qu'il allait faire son retour. On se doutait, mais on pouvait pas le savoir. Et après, à partir de ce moment-là, il y a quelques problèmes. On peut juste mettre encore la victoire de Sheamus en 2012. Il faisait partie des favoris, là encore, mais on pouvait pas être sûr à 100% qu'il allait gagner. Pour moi, 2011, 2013, 2014 et 2015, c'est une catastrophe. Et surtout que le 2011, c'est le dernier heel à avoir gagné, et c'était pathétique. Donc pour moi, le meilleur heel qui a gagné le dernier, c'est 2009 avec Randy Orton. Donc depuis, ça fait 6 ans qu'on se tape des faces où, en l'occurrence, Alberto Del Rio en 2011, qui a été catastrophique. Et puis bien sûr, pour Sheamus, j'ai pas précisé, mais il a oublié étant donné qu'il était dans l'opener de WrestleMania. Donc en 2011, il y a eu Alberto Del Rio. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis un mois, il n'y a que lui qui parlait du Rumble Match. C'est-à-dire que les autres, ils n'en parlaient pas. Comme si on savait très bien que Del Rio allait gagner. Forcément, ça arrivé. En 2013, Cena. Les bookers n'ont toujours pas compris qu'on pouvait intégrer Cena dans un match contre le Rock sans lui faire gagner le Rumble. Voilà, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris actuellement et ils l'ont fait gagner, c'était prévisible à souhait. Voilà. En 2014, donc l'année passée, on a eu Batista 6 jours à l'avance, c'était prévisible aussi à souhait. Je pense que le fait d'avoir annoncé son retour, c'était catastrophique. Et ça, cette année, c'est Roman Reigns avec sa victoire qui est annoncée plus de 6 mois en avance. Donc il y a un problème, il y a un gros problème. Et là vous pouvez aussi me dire si vous pensez que ça vient des médias et tout ce flot d'informations qu'on a assez rapidement, ou est-ce que ça vient de la part des bookers et de Vince McMahon qui sont beaucoup trop bornés et qui ne prennent jamais en compte de possibles remises en question. Voilà. On n'a pas eu aussi de lutteurs de NXT, donc ça c'est dommage, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qu'on pouvait mettre de côté. Comme par exemple Titus O'Neil, pour moi il a rien à foutre là, je suis désolé. Curtis Axel, pourquoi le mettre là? Bon, pour Eric Rowan, mais c'est dommage. J'aurais bien voulu Titus O'Neil à la place de Curtis Axel à ce niveau-là. Et puis il y a aussi beaucoup trop d'autres choses qui m'ont dérangé dans ce Rumble match. Et puis bon, Boubaré Dudley est revenu, il y a eu Diamond Dallas Page aussi. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de chenilles, et Zack Ryder n'a rien à foutre là aussi, je suis désolé. Surtout Bray Wyatt est sur une pente vraiment ascendante là, avec tous ces matchs qu'il gagne. Et puis on laisse croire que Zack Ryder peut lui porter son Big Boot, ou je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est des choses à oublier ça aussi, donc ça m'a déçu. Et je dirais même que depuis 2007, donc je suis le cash depuis août 2006, donc les Rumble depuis 2007, je pense que si on considère la deuxième partie du match, c'est la plus mauvaise depuis 2007. Je suis assez déçu et la victoire de Roman Reigns n'y fait pas, c'est le côté prévisible et pour moi, je sais pas, voir Dean Ambrose gagner, ça aurait été bien. Après, il y a toujours un problème. Pour moi, c'est si on avait toujours deux ceintures distinctes, donc un poids lourd, un de la WWE, ça aiderait grandement à la non-prévisibilité du vainqueur du Rumble. C'est-à-dire que là, on savait que Lesnar avait gagné, donc c'était un face qui devait venir. Mais si ça avait été le contraire, si Reigns avait gagné, on aurait pratiquement à coup sûr su que Lesnar aurait conservé son titre, et puis forcément le match aurait été moins bon. Donc il y a un problème aussi à ce niveau-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis persuadé qu'il y a un problème à ce niveau-là, et que la WWE devrait vraiment changer ça pour 2016. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui gagne le Royal Rumble 2016. Donc c'est une bonne chose. J'espère que d'ici SummerSlam, on pourra toujours dire la même chose, parce que ça, j'en suis moins sûr. Et puis juste pour terminer, j'ai vu des réactions des gens, parce que oui, il y a des gens qui sont contents de la victoire de Roman Reigns, mais sans vous dire des noms et seulement en lisant les commentaires, je vous laisse un aperçu de ces gens-là et de ce qu'ils y connaissent en catch. Alors, mon chouchou à moi, enfin il est récompensé. Il le mérite. Oui, gravement, j'en pleure de joie. Mon frère me dit, bah voilà, on commence à faire caca dans sa culotte. Ensuite, j'ai encore un autre, moi aussi je pleure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon chouchou dans le main event de WrestleMania. Je chiale comme une merde. Moi j'ai un big smile. Roman is win.
Et j'ai encore un autre. Genre, quand j'ai vu Roman gagner, n'était en mode oh my god, je chiale comme un banane, tellement je suis heureuse. À fond, c'était trop d'émotions, donc j'étais obligé de chialer. Et puis, il y a le pire commentaire là, donc j'en ai pas encore parlé, et son cousin qui vient le féliciter. Que dire de mieux? Alléluia, quelqu'un qui est vraiment totalement à l'opposé de moi. Donc, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui ont été contents de voir le Rock venir. Certes, ça met un petit point prestige en plus, mais c'était totalement inutile. Totalement inutile. Je veux dire, Roman Reigns, bon, d'accord, il a battu à la loyale, on va dire, Kane et Big Show, ok. Mais Roman Reigns a eu des problèmes actuellement de booking, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu battre le Big Show de par lui-même, si c'est par des comptes extérieurs ou par disqualification, donc il y a déjà un problème. Mais en plus, il a besoin du Rock pour se débarrasser du Big Show et de Kane. Je veux dire, le Big Show et Kane, ils sont crédibles, mais actuellement, face à Brock Lesnar, il y a un petit souci quand même, parce que je pense que même Lesnar est plus crédible que Big Show et Kane réunis, on l'a vu au dernier Raw. C'est-à-dire que Reigns a besoin de quelqu'un pour battre les deux. Qu'est-ce qu'il lui faudra pour battre Lesnar à WrestleMania? Et puis il y a le truc de Rousseff à la fin, même moi je l'avais oublié, c'est vous dire, ça a un petit impact, j'avoue. En règle générale, c'est celui qui revient qui gagne. Là, c'était l'inverse, mais c'est du vu et du revu, donc ça sert à rien. Je sais pas, mettez une fois un 31e catcheur, ça pourrait être pas mal, voilà, bref. Donc il y a eu quelques petits problèmes, voilà. J'ai poussé mon petit bout de gueule durant ces 2 dernières minutes, mais dites-moi vous aussi si vous êtes d'accord avec mes commentaires. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo ou vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et que dire de plus? Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ma chaîne va bientôt baisser le rythme du nombre de vidéos par mois. Je vais baisser du 10 à 15 vidéos jusqu'à 3 à 5. Donc n'hésitez pas à partager pendant que je suis encore très actif. Et puis nous on se retrouve pour un prochain Over the Results dès le mois prochain pour le premier pay-per-view du nom de Fastlane. Voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt.